Bonjour, cette vidéo est pour vous démontrer pourquoi et comment des solutions d'assurance peuvent, sous certaines conditions, optimiser la valeur actuelle et future d'un patrimoine successoral dans une planification post-mortem. Tout d'abord, une planification post-mortem sert à éviter la double imposition qui peut résulter de la disposition présumée des actions d'une société privée au décès de son actionnaire. En fait, il y aura un impôt payable sur le gain capital du décédé, lequel est présumé avoir disposé de ses biens à leur juste valeur marchande juste avant son décès. Il y aura ensuite un impôt sur le dividende versé aux héritiers en présumant que ceux-ci disposent des actions de la société. Prenons à titre d'exemple une situation où l'actionnaire décède avec un gain capital de 5 millions sur ses actions. Si les héritiers doivent se verser un dividende, ne serait-ce que pour payer la facture d'impôt sur le gain capital, il en résultera alors d'une situation de double imposition. Soit un impôt sur le gain capital de 35,54 % selon les nouvelles règles applicables depuis le 25 juin dernier, ou 1 777 000 dans notre exemple, ainsi qu'un impôt sur le dividende de 48,7 % ou 2 435 000 pour un total de 4 212 000, soit 84,24 % de la valeur marchande de la société le jour précédant le décès de l'actionnaire. De plus, si jamais les actifs de la société privée étaient mobilisés, à titre d'exemple dans des immeubles, la société pourrait se voir dans l'obligation de vendre certains de ses actifs, ce qui pourrait alors déclencher un autre impôt à payer. Dans une telle situation, les héritiers devraient faire face à un troisième cycle d'imposition au décès de l'actionnaire. Voyons maintenant différentes options de planification post-mortem, soit sans ou avec assurance vie. La planification de base permet d'éliminer le gain capital par une perte en capital générée par un dividende imposable qui est versé à la succession. En fait, nous pouvons assimiler ceci à un dividende de liquidation imposable à 48,7 % et ne plus avoir à payer d'impôt sur le gain capital. À noter que lorsqu'il y a un roulement des actions au conjoint survivant ou à la fiducie du conjoint, il y a alors un report d'imposition du gain capital à une date ultérieure, ce qui explique en fait la raison d'être des polices d'assurance payables au deuxième décès. Même selon les nouvelles règles, la planification du pipeline permet de payer un impôt de 35,54 % sous forme de gain capital plutôt que 48,7 % sur un dividende. Bien que l'écart soit réduit à seulement 13,16 %, cette planification reste pour le moment encore avantageuse dans plusieurs situations, plus spécifiquement lorsque l'admissibilité à l'assurance s'avère un obstacle. À titre d'exemple, les planifications passées, dont le calcul du besoin d'assurance se limitait à couvrir les impôts, sont maintenant sous-financées. S'il n'y a pas de compte de dividendes en capital ou d'impôts remboursables sur les dividendes, la planification du pipeline reste encore plus efficace sur le plan fiscal que la planification des pertes en capital, soit avec un impôt à payer de 1 777 000 dans notre exemple, plutôt que 2 435 000 avec une stratégie de perte en capital sans assurance. Dans cet exemple, la valeur nette pour la succession est de 3 223 000 avec la stratégie pipeline versus 2 565 000 avec celle des pertes en capital, pour une différence nette de 658 000 pour les héritiers. Toutefois, la planification du pipeline n'est pas sans enjeu. Il y a de la jurisprudence. L'Agence du revenu émet encore des décisions anticipées positives, mais avec certaines politiques administratives qui ne sont pas dans la loi. Voyons maintenant deux exemples de solutions démontrant comment une prestation sous forme d'assurance de 5 millions de dollars au décès de l'actionnaire permet de maximiser la valeur nette de son patrimoine successoral versus les autres options explorées. Ces exemples présument qu'au décès de l'actionnaire, le coût de base rajusté de la police d'assurance soit nul, ce qui créera un CDC de 5 millions de dollars avec la solution à 100 % plutôt qu'1 666 667 dollars avec la solution à 33,33 %. Avec la solution à 100 %, on prend les 5 millions d'assurance reçus de façon non imposable par la société, on le verse ensuite à la succession par un dividende. La succession reçoit ainsi un dividende qui est aussi non imposable puisqu'il provient du CDC créé par l'assurance. Elle réalise alors seulement une perte en capital d'1 666 667 $ à cause de la règle de minimisation des pertes qui a été introduite en 1995. L'impôt du défunt sera donc de 1 184 667 $ plutôt qu'1 623 333 $ selon la solution à 33 %. Toutefois, tout le CDC aurait été utilisé
tandis qu'avec la solution à 33,33%, il restera encore un solde de 3 333 333 piastres au CDC, lequel sera préservé pour les distributions futures. Tel que démontré ici, la solution à 100% procure une valeur nette pour la succession de 3 815 333 versus 3 223 000 avec la solution Pipeline, soit une valeur nette accrue de 592 333 pour les héritiers. Et ce, sans tous les frais ni les risques associés à une stratégie de Pipeline. Parmi les options explorées précédemment, tous les scénarios incluant l'assurance et le CDC créé par celle-ci démontrent une valeur nette accrue pour les héritiers. Ainsi, les solutions avec assurance devraient toujours être explorées lorsque l'actionnaire dispose de liquidités excédentaires à celles nécessaires pour répondre à ses besoins de revenus futurs. Il doit naturellement être admissible à l'assurance et en mesure de faire la démonstration du besoin autre que fiscal du montant d'assurance demandé. En plus de maximiser la valeur de son patrimoine successoral, tel que démontré précédemment, advenant un décès prématuré de l'actionnaire, les solutions d'assurance en bonifient encore davantage la valeur pour les héritiers. Maintenant, lorsque vient le temps de mettre en place une solution d'assurance, le conseiller doit prévoir certains transferts en provenance du portefeuille de son client vers des comptes de placement équivalents, mais dans un ou des contrats d'assurance exonérés d'impôts. À défaut de détenir un permis de conseiller en sécurité financière émis par l'AMF et d'avoir des ententes contractuelles avec les compagnies offrant les meilleures solutions, il doit, sur demande de son client, accepter de transférer la gestion de certains actifs vers un conseiller qui répond à ces critères. Idéalement, les montants transférés devraient faire en sorte que l'économie d'impôt réalisée sur les revenus des placements exonérés puisse suffire à défrayer la majorité, sinon la totalité des coûts reliés à l'assurance. Cet exercice permet de plus à l'actionnaire de réduire le montant des impôts que son entreprise doit payer à chaque année sur ses revenus de placement. Cette solution fait en sorte qu'au décès de l'actionnaire, la prestation d'assurance est versée de façon non imposable à son entreprise. Celle-ci peut ensuite la transférer à ses héritiers jusqu'à concurrence du CDC, et ce aussi de façon non imposable. À votre demande, et en collaboration avec le ou les experts de votre choix, nous établirons pour vous, sans frais ni obligations, un rapport chiffré explorant toutes vos options, dans le but de répondre favorablement à chacun de vos objectifs en matière de planification post-mortem. En conclusion, même si plusieurs autres avantages non énumérés précédemment peuvent découler de solutions d'assurance et de fonds distincts, tels que démontrés dans d'autres capsules, vous êtes le maître d'œuvre de votre planification et vous assurer d'explorer toutes vos options relève de votre responsabilité. Donc, si l'écoute de ce résumé vous en a fait réaliser l'importance, de mon côté, c'est mission accomplie. Sur ce, je vous dis merci pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée.